Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix. C'est fou, hein, Philippe David, ça va ? Ça va très bien, et vous ? Oui, c'est fou comme la voix traduit nos émotions. Oui. Quand on est un petit peu malade, quand on est un petit peu en dessous, quand on est... Hein. Alors, pour bien connaître Rémi André, il vit au pied des Pyrénées. Oui. Et là, à mon avis, en ce moment, pour bien connaître cette région, Françoise de Gaulle la connaît bien aussi. Comme on dit là-bas, il doit faire un peu frisquette. Je peux te dire que ça se caille à Cap-Verne, si on se dit, on le dit directement. Ouais. Oui. On salue les habitants de Cap-Verne. Dans les Baronnies, et il fait froid à Cap-Verne, je vous le dis. Alors Je que vous le dis, les gars. dans ce studio, il fait chaud, c'est bien. oui, il fait c'est bien, chaud. on est bien. On est au chaud, là. On est dans notre petite cahute. Ah oui, chaleureux. Oui, c'est très très chaleureux. Et c'est chaleureux grâce à vous aussi, bien entendu. Elle n'oublie pas ses classiques, elle est excellente. Mais on n'est pas tout seul en fait. Mais non, c'est On clair. est entouré de bras, voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vous êtes de plus en plus nombreux, un petit peu partout en Shiva. France. Vous essaimez, voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est Shiva. Vous avez 4 bras chacun. Vous pouvez bien entendu échanger avec nous sur Twitter, hein, vous le savez, Facebook, Instagram, TikTok, et aussi sur notre chaîne YouTube. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. L'automne 2023 sera le plus chaud enregistré depuis 1900. On l'apprend aujourd'hui alors que s'ouvre la COP28 à Dubaï. 2 semaines de négociations avec une première décision attendue très rapidement pour compenser financièrement les pertes des pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Pourtant, selon le sondage Odoxa, 80% des Français pensent que cette COP ne parviendra pas à ses objectifs, Philippe. Oui, est-ce que pour vous, une énième COP, ça sert vraiment à quelque chose ? Que peut-on attendre d'une COP qui se tient dans une pétromonarchie ? Est-ce que c'est trop tard pour limiter le réchauffement de la planète sous un seuil de température acceptable ? Est-ce que les États vont pouvoir accepter les décisions qui vont être prises lors de cette COP ? On vous pose cette question. 80% des Français sceptiques sur l'efficacité de la COP28. Pour quelle raison ? Vous êtes 41% à dire pour peu de résultats, 27% parce qu'elle se tient à Dubaï, 18% parce que vous ne vous sentez pas concerné et 14% parce que, je cite, vous n'y comprenez rien. Et notre expert du jour, Christophe Madrol, conseiller régional Sud et président de la commission biodiversité de la région, initiateur de la COP de Paris, sera avec nous en direct. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. La trêve entre Israël et Hamas a été prolongée in extremis cette nuit pour un 7e jour. Déjà 70 otages israéliens et 210 prisonniers palestiniens ont été libérés. Et ce matin, les brigades Al-Qassam viennent de revendiquer l'attaque meurtrière à Jérusalem. Sur la messagerie cryptée Telegram, la branche armée du Hamas assume, je cite, son entière responsabilité dans l'opération héroïque de Jérusalem qui a été menée à l'entrée nord-ouest de la ville occupée à Jérusalem, Philippe. Oui, et toujours, selon les brigades Al-Qassam, Israël doit, je cite, répondre au crime de l'occupation en tuant des enfants et des femmes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, est-il écrit. Est-ce que pour vous, cette guerre entre Israël et le Hamas va durer très longtemps ? Est-ce que c'est une stratégie du Hamas de vouloir rompre la trêve ? Craignez-vous que les otages ne puissent pas tous être libérés pour cause de reprise des hostilités ? L'appel à l'escalade du Hamas va-t-elle mettre fin à l'échange des otages ? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 67%. Et David Rigoulet-Rose sera avec nous, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les vraies voix, comme tous les jours, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nous avons commencé par Philippe Bilger, c'est normal puisqu'il est là tous les jours et qu'il a toujours quelque chose à dire. Hein, Philippe Bilger. Je l'espère. Et on vous remercie pour les bonbons. Ah oui. Ah oui, les petits bonbons. Les petits bonbons. Je vous ai apporté des bonbons, ça rappelle une chanson de Jacques Brel. Parce que les fleurs, c'est périssable. Les Et les bonbons, c'est tellement bon. bien Voilà. que les fleurs soient les plus présentables. Et un autre bonbon autour de la table, c'est Françoise de Gaulle, éditorialiste politique. Mes chers amis, bonjour. Je constate simplement que, comme toujours, Philippe Bilger essaie d'acheter le c'est qui a dit. Je vois bien à quel point la poche de bonbons est dirigée vers vous. Absolument. C'est-à-dire que nous, on peut mourir Elle est de même l'autre côté de la ouverte. perte. Elle est ouverte. Vous n'avez qu'à vous Françoise, servir pour donner les réponses. Je n'ai plus besoin de ça. Mais Oui, bien Françoise, sûr, c'est la vous n'avez corruption. pas besoin de bonbons parce que vous êtes acidulée à souhait. Oh, elle est excellente. Le Cette dernier demi livre de minibus. Françoise de Gaulle, L'homme qui n'avait pas d'amis, le prochain, le complotisme pour les nuls. Mais bien sûr, je partirai de ce studio parce qu'il y a tout dans ce studio. Le complotisme, la bêtise, la méchanceté. Et voilà. Voilà. Mais Arrêtez de parler de vous. Non
Mais pas c'est que, mal, il mais y a pas aussi l'homme au béret, Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a cru que vous n'arriveriez Bonsoir, les jamais, amis. parce que là on vous a vu passer. Paris, ça devient de plus en plus Ça va compliqué. être la faute de Anne Hidalgo maintenant. s'il Non, arrive en non, c'est retard. de la mais faute je de pense- Françoise de Je Gaulle. pensais que vous vendiez, vous fabriquiez des bérets maintenant. Comme vous êtes passé du basket. Ne nous en parlez pas, mon pauvre monsieur, les Parisiens sont très 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 mécontents. Enfin pas tous en tout cas. Mais tiens, dites-le nous, 0826 300 300. J'en profite pour dire que ce numéro que vous composez pour nous laisser des messages. Le répondeur dans un instant. En attendant, Lionel de Grasse est avec nous. Bonsoir. Oui, bonjour. De Oui, Grasse, bonsoir, Lionel, dites ce que vous avez à dire. Chic, elle est en forme, la petite. C'est un hein, grand aujourd'hui. classe. Oui, de Grasse. On est mieux à Grasse qu'à Paris, je pense. Hein. Ah oui. Moi, ce qui m'amène, oui, c'est largement. Ouais. Moi, ce qui m'amène, c'est la future, la énième révision de la loi immigration, de la loi sur le. Qui est en train d'être modifiée une énième fois, et c'est stop à la fainéantise en fait. Voilà, On en parle dans un instant, vous bougez pas. En attendant, le 0826 300 300, c'est le répondeur qu'on écoute. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre de Montpellier, là. Un grand bonjour à toute l'équipe de Sud Radio qui fait de la radio formidable. Et j'ai juste un message pour monsieur Crapuljac. Eh bien dit Crapuljac. Comment ose-t-il se représenter devant les Français? Et le pire, c'est qu'il y a des couillons qui votent pour lui. Moi, je sais pas, je ferai je me mettrai dans un terrier parce que c'est pas possible, ça. Comment voulez-vous que les gens aillent voter après ça? Voyou, pardonnez, ça reste toujours un voyou, je m'excuse, hein. Bonne journée à vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle Parlons vrai. Oui. Il revient sur cette interview de Jean-Jacques Bourdin ce matin avec Jérôme Cahuzac. Hein, bien Et sûr, on a vous eu l'avez. énormément de messages sur Jérôme Cahuzac. Vous vouliez réagir, Françoise de Gaulle? Oui, Les gens parce sont scandalisés pour nombre d'entre eux. Moi, la première, ce Jérôme Cahuzac est un menteur qui a menti droit dans les yeux à la représentation nationale. Il a fait un mal épouvantable à la gauche du gouvernement. Vraiment, hein, je le dis, ça a été une rupture, la première grande rupture dans le quinquennat de François Hollande. Quel est son projet, quel est son but, à part évidemment encore taper sur la gauche, la NUPES, etc. Je ne comprends pas ce retour, c'est même pas appuyer sur un livre, c'est appuyer sur rien du tout. Ouais. Voilà, On a c'est peu de temps. indigne. Sébastien Ménard. Et ceci dit, il y a un problème d'éthique en politique, mais comme il l'a dit d'ailleurs sur le marché De Mont-Saint-Brin-du-Bos. Exactement, il a dit j'ai payé ma dette. Il joue sur le fait Toc. que les Français Ça se va rien. moquent complètement de la moralité publique. Et d'autre part, il est très apprécié dans sa circonscription. Exactement. Ça ne rend pas Non, bien plus sûr, décent je son n'enlève rien retour. du tout, mais enfin, Et il y en son a- retour ne sert à rien, donc voilà. Qui est très qu'on aime beaucoup, hein, c'est Lionel qui nous appelle de Ah, Grasse. Lionel. Et ce projet immigration, vous dites stop à la fainéantise, mon cher Lionel. Oui, parce qu'au final, concrètement, ils reviennent sur cette loi pour valider en fait les sans-papiers qui occupent les postes apparemment essentiels et pour lesquels on ne trouve pas de personnel. Alors moi, je suis dans le bâtiment, hein, donc alors moi j'ai résolu la problématique du personnel en travaillant seul, comme ça au moins il y a plus de problème. Mais moi je pense que avant de faire travailler des gens qui au final n'ont pas de papier et donc vous vous retrouvez en plus en concurrence déloyale face à ces sociétés qui les emploient parce qu'ils les sous-payent, hein, il faut être très clair, hein, quand vous donnez 50 balles pour une journée de travail à quelqu'un, c'est pas une concurrence loyale. On pourrait aussi commencer par redynamiser un petit peu nos jeunes qui fuient tous les travaux manuels, qui fuient tous les travaux extérieurs, parce que le bâtiment est touché, mais la restauration est touchée aussi. Absolument. Et au final, on se rend compte qu'on a énormément de jeunes qui refusent d'aller dans ces métiers-là par peur que ça soit compliqué et dur. Alors je leur confirme. Par c'est des métiers qui méconnaissance sont pas aussi, hein, faciles. souvent par méconnaissance des métiers aussi. Oui, tout à fait. En fait, ils en font une idée complètement fausse. C'est-à-dire que quand vous travaillez dehors toute l'année, alors c'est vrai que moi je suis agronome, donc c'est sûr que c'est pas pareil. Hein. Mais quand vous travaillez dehors toute l'année, je peux vous assurer que plus jamais on vous enferme dans un bureau. Ça Plus c'est jamais. sûr, ça c'est Voilà. sûr. C'est sûr. La restauration, moi j'ai fait énormément de restauration pendant toute ma scolarité, où je travaillais week-end et vacances. La restauration, en tant que serveur, même plongeur et même en cuisine, m'a apporté tellement, en fait, en développement personnel, en compréhension de ce qu'attendent les gens de vous, en relationnel. Ça apporte en fait, c'est des métiers qui vous apportent énormément, qui vous transforment en fait. Et Ouais, qui vous merci. vont surtout, et vous n'avez pas peur du job en fait, vous n'avez pas peur du travail. Donc avant de faire rentrer des gens pour faire ces jobs-là, on a Ouais. énormément de jeunes qu'il faut remettre sur le marché du travail. Vous avez raison Lionel, vous avez raison Lionel, on est obligé d'envoyer la pub. Merci Lionel de nous avoir appelé, vous restez avec nous. Et on vous êtes aura pour le qui c'est qui notre l'a dit. vraie voix du jour. Dans un instant, les trois infos de Philippe Félix Mathieu. Félix Mathieu, je vais y arriver. Et tout de suite, le réquisitoire dans un instant avec vous,
Philippe, de quoi parle-t-on ? Valérie Pécresse est bien meilleure dans les entretiens que dans la campagne présidentielle. Ça, c'est envoyé. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous avez des choses à nous dire, vous êtes les bienvenus dans cette émission jusqu'à 19h tous les soirs avec nos éditorialistes du jour. Ce soir, c'est Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et l'homme qui n'avait pas d'amis, c'est bien de le rappeler, puisque c'est bientôt Noël, publié chez Plomb. Sébastien Bénard. Et de Philippe David, bien entendu. Non, les deux. il a quelques amis encore par intérêt. Par intérêt, oui. Il est tellement drôle. Oui, Il a un si grand humour. mais c'est parce qu'il les paye, soyons clairs. Ah bah oui. Voilà. C'est-à-dire, demain on est le premier, je serai déjà à découvert. Oh, c'est fou. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food talk. Absolument. Elle se moque de moi. Non, mais ça te va très bien, mais vous devriez. Vous êtes choupinou, on dirait un enfant. Mais vous devriez en fabriquer, enfin. Et si on travaillait ? Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Philippe. On parle de quoi avec vous ? Décidément, Félix, on parle de quoi avec vous ? On va parler de cette simulation de noyade dans une école de police. Ça crée un tollé de la journée mondiale du sida demain, et des jeunes, vous allez l'entendre, de moins en moins au courant sur le virus. Et puis 2023, année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, alors que s'ouvre la COP 28. En 3 mots, ça donne noyade, sida et réchauffement. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut le requérir contre Valérie Pécresse en disant qu'elle est meilleure en interview qu'en candidature à la présidentielle. Oui. Ça n'est pas un scoop de dire qu'elle a fait une campagne présidentielle calamiteuse. Et on aurait pu espérer que, au moins dans l'une des explications, il y ait un regard qu'elle porte sur elle-même. C'est comme, je sais pas, je veux ne pas prendre un exemple dans les vraies voix parce que je risquerais d'être trop long. Et Valérie Pécresse, pour expliquer son échec au présidentiel, ne parle absolument pas d'elle-même, dit quelque chose que lui a évidemment reproché Nicolas Sarkozy, qui lui avait dit à l'époque où elle s'entendait bien avec lui: vous avez été candidat trop tard, et il aurait fallu l'être beaucoup plus tôt, et il sait de quoi il parle. Par ailleurs, elle n'a pas dit des choses stupides. Elle dit par exemple que les LR, les Républicains, n'ont pas à se dissoudre dans le macronisme, ce qui me semble une évidence qui n'est pas partagée par beaucoup. Elle considère qu'elle a encore un destin, non seulement en Île-de-France, mais quand on lui demande si elle est prête à repartir, elle a dit « j'ai perdu ». Mais j'ai gardé mes convictions. Donc il y a un ensemble de choses qui rend cet entretien dans le point assez intéressant, il faut être juste. Mais évidemment, on regrette que toutes ces fulgurances écrites n'aient pas été traduites dans une oralité brillante lors de la campagne. Françoise Degois. Oui, d'abord Valérie Pécresse est une femme brillante. Après, on peut considérer qu'elle est ce qu'elle est, mais c'est quelqu'un qui a une structure au moins intellectuelle. Oui, c'est vrai. Elle a ceci de commun avec Anne Hidalgo, c'est qu'aucune des deux ne veut expliciter son échec. C'est toujours la faute des autres. Bon, Anne Hidalgo, c'est pour d'autres raisons. Et puis Nicolas Sarkozy, il est un peu mal placé. Nicolas Sarkozy est le premier à lui avoir savonné la planche. Donc, je pense que la façon dont elle a été traitée n'a pas arrangé les choses. Je suis d'accord. Après, qu'est-ce que vous voulez imaginer qu'elle puisse repiquer au truc? Je pense que c'est un cauchemar pour l'ensemble des Républicains. Mais vous savez pourquoi elle fait ça? Non, mais pourquoi elle fait ça? Parce que dans ce pays, on n'existe que quand on fait un pas vers la présidentielle. C'est même si on n'y croit pas, la présidentielle structure tout. Si vous n'êtes pas candidat de près ou de loin à la présidentielle, vous êtes moins, si vous voulez, moins bankable pour les médias que autre chose. Il faudrait qu'on y songe, François. J'allais le dire, Philippe. Faisons une candidature commune à la présidentielle. Sébastien Ménard. Valérie Pécresse, elle a un destin, elle est quand même à la tête de la première région d'Europe aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour elle il y a 13 ans. Puisque j'avais co-dirigé sa campagne pour laquelle on avait perdu face à l'époque à Jean-Paul Huchon. Voilà, c'est une femme brillante, extrêmement travailleuse, c'est vrai, avec une force de caractère et de conviction assez forte, qui a fait d'énormes progrès médiatiques. Évidemment, c'était pas son heure à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Évidemment, c'est le fait qu'elle soit encore dans le jeu. Je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Allez, on y va. C'est pas une bonne nouvelle pour les Républicains qui vont préférer évidemment
une candidature masculine et peut-être un petit peu plus à droite que Valérie Pécresse, qui reste, je dirais, au centre droit. Oui. Voilà. Ouais, allez, merci les amis. Tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont noyade, sida et réchauffement, Félix. Un simulacre de noyade dans une école de police. Des élèves obligés de chanter la Marseillaise en suffoquant sous un linge humide. La scène provoque un tollé. Le formateur mis en cause est suspendu. Quasiment un tiers des 15-24 ans croient que le sida se transmet en s'embrassant. C'est l'un des chiffres alarmants d'un sondage SIDAction à la veille de la journée internationale de lutte contre le virus. Et puis l'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée au niveau planétaire, indique l'Organisation météorologique mondiale, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP28 à Dubaï. Les vraies voix Sud Radio. Des élèves accroupis le long d'un mur avec un t-shirt noir sur la tête, tissu sur lequel un formateur verse de l'eau pour les empêcher de respirer. Les jeunes gens sont censés chanter la Marseillaise tout en suffoquant. La scène se passe à l'école de police d'Oissel près de Rouen. Vendredi dernier, objectif simuler une noyade. Mettez-lui un t-shirt, voilà. Vas-y, chante la Marseillaise. Ouais, c'est quoi l'armée ici? Ah, tu veux faire un guerrier? Ah, tu veux être un guerrier, Jordan? Bah, montre-moi que tu es un guerrier, là. Allez, Jordan. Dépêche-toi. Chante la Marseillaise. Je t'ai demandé de chanter la Marseillaise. Chante la Marseillaise, je t'ai dit. On voit même l'un des élèves se faire rudoyer pour avoir tenté d'ôter le t-shirt d'un geste frénétique pour respirer. La direction générale de la police nationale condamne ces agissements dans un communiqué. Ce comportement et cette méthode ne peuvent pas être tolérés, dit-elle, après la diffusion des images par Le Parisien aujourd'hui en France et BFM TV. Le formateur a été suspendu. L'IGPN, la police des polices, ouvre une enquête administrative. Quant au ministre de l'Intérieur, il dénonce des faits inacceptables. Gérald Darmanin réclame la convocation du directeur de cette école de police d'Oissel, donc près de Rouen. Quelle honte. Vous êtes membre de la police nationale par définition. Quelle honte, comment est-ce possible? Oui, non mais comment vous avez réagi? Non mais moi c'est unique. J'espère que ça se passe pas comme ça dans toutes les écoles de police. Non, mais Françoise, j'imagine. Après il y a toujours des dérapages de certains. Certains veulent aguerrir. C'est comme ça qu'on aguerrit les gens. En tout cas pas dans ce métier-là et pas dans cette situation comme ça. Enfin c'est juste inadmissible. Effrayant. Ouais. À un moment donné, je suis tellement habitué à la dureté des temps, je me demandais si c'était pas un exercice qu'on leur faisait faire. Mais moi c'est pareil, mais Philippe, c'est pour ça que je pose la question, parce que je me suis dit, mais comment un formateur peut décider de lui-même, de son propre gré, d'imposer ça à quelqu'un? Imaginez ça. Vous savez, les arrêts cardiaques immédiats, ça peut arriver justement sur des choses comme ça, par la terreur, par la peur de mourir. Enfin, c'est effrayant, franchement. Et puis c'est pas sur les mêmes publics. C'est vrai que la Légion étrangère font des tests, en tout cas sur les commandos marines, etc. Ça va très très loin, mais parce qu'on est sur un autre. Et puis c'est chanter la Marseillaise qui est un peu douteux. Voilà. Allez, le deuxième mot, Félix, sida, avec un constat alarmant à la veille de la journée internationale de lutte contre le virus. Les idées reçues se portent bien, très bien, trop bien chez les plus jeunes. Selon le SIDAction, il publie une nouvelle édition de son sondage IFOP annuel avec des chiffres inquiétants. Par exemple, 21% des jeunes sondés pensent que c'est une maladie qui ne touche que les personnes homosexuelles ou toxicomanes. 20% aussi croient que le virus ne circule véritablement que dans le continent africain. Ou encore, autre chiffre, 30% des 15-24 ans pensent que le sida peut se transmettre en s'embrassant. Bref, Clément Barguin l'a vérifié dans la rue, la connaissance du VIH se dégrade chez les plus jeunes. Est-ce qu'on peut attraper le VIH en s'embrassant? Je saurais pas du coup vous répondre. Non, j'en ai aucune idée. Ouais, je crois. On peut l'attraper aussi en s'embrassant, non? Je sais pas du tout. Franchement, c'est possible. Moi, dans mon lycée, par exemple, on n'en a jamais parlé. Jamais, même pendant les cours, que ce soit d'SVT ou juste d'éducation sexuelle, on n'a jamais rien eu sur ça. On n'a pas vraiment de sources d'informations au lycée, on ne nous renseigne pas forcément. Et on en a plutôt grâce aux séries, films, à la limite. Le reportage de Clément Barguin à retrouver en intégralité demain dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. Troisième mot, réchauffement. 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. L'Organisation météorologique mondiale l'indique alors que s'ouvre aujourd'hui la COP28 à Dubaï. Au niveau de la France, l'automne 2023 sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, indique Météo France. Et sur toute l'année 2023 arrivera deuxième, juste derrière 2022 pour ce qui est de la France. Première donc au niveau mondial, 2023, des records qui s'enchaînent et qui doivent nous alarmer, plaide le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Au moment où commence la COP 28, ça a évidemment une importance puisque ce sont bien ces données scientifiques qui devraient constituer la plus prégnante des urgences à agir. On a des chiffres, on les compare par rapport à des périodes.
Donc il n'y a pas de place théoriquement pour le doute ou pour le relativisme quand vous regardez ces réalités. Et si je vous dis que 3 des 4 dernières années sont dans les années les plus chaudes que notre pays a connues, vous comprenez bien que ce n'est pas juste une anomalie statistique, mais que c'est bien une tendance de fond qui est en train de se matérialiser et malheureusement de s'accentuer. La COP28 de Dubaï vient à l'instant d'acter officiellement une première décision, un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. On en reparle donc dans quelques instants. Merci beaucoup Félix Mathieu. Justement, aujourd'hui la COP28 s'est ouverte donc à Dubaï pendant 2 semaines. Plus de 70 000 participants parleront climat et transition énergétique avec cette question. 80% des Français sceptiques sur l'efficacité de cette COP28. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est peu de résultats? Elle se tient à Dubaï, on ne comprend rien ou pas concerné. Pourtant, en majorité, vous dites peu de résultats. Et elle se tient à Dubaï. On va en parler avec Christophe Madrol, conseiller régional Sud. Et il était l'initiateur de la COP de Paris. Bonsoir Christophe Madrol. Bonsoir. Bonsoir les amis. Merci d'être avec nous en direct. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts finalement entre le président de la COP et le fait qu'il soit aussi président directeur général d'une compagnie pétrolière? Non, Cécile, justement, je pense qu'il va être visé, on va surveiller tout ce qu'il va le dire. Et je suis convaincu que cette COP28, je l'espère, accouchera de belles choses. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez donner votre avis. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous avez envie de commenter l'actualité, bien entendu, ce numéro de téléphone 0826 300 300. Aude vous attend. Et puis nous, avec Philippe David, jusqu'à 19h. Très bien accompagné encore aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et la parole chez Philippe Bilger, elle est bien pendue. Elle est d'or. Oui, et dort aussi. Mais elle dort. Elle ne dort pas. Elle est d'or. J'essaie de ne pas dormir. Ne vous endormez pas tout de suite. Françoise Degaut, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Voilà, nous, ce qu'on dit, elle s'en fout. Alors, évidemment, la parole de Philippe Bilger. On est les faire valoir. On est obligé de faire des niveaux. Hein. Ouais, justement, vous trompez pas de niveau. Les deux Caliméros. On verra qui l'a dit. Mais les Caliméros, on est les faire valoir. Le jeu n'a pas encore commencé. On n'a jamais de compliments. Nous, on est toujours assez Bilger. Il faut les mériter. Il faut les mériter. Vous croyez que vous méritez quelque chose, vous? Françoise, si vous voulez des compliments, apportez-nous des bonbons. Faites comme Philippe Bilger. J'ai apporté l'autre jour des crocodiles. Et ben, ça n'a rien changé. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est trop agressif. J'ai acheté un sac de 1 demi-kilo qui a disparu en une demi-heure. Il n'a pas disparu, il est là. Il est dans le ventre de Philippe David. J'en ai mangé 2, je crois. Bon, allez, on y va, les amis. Tout de suite, un peu de sérieux. Le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mettre comme patron de la COP28 le patron de la plus grande entreprise pétrolière et en plus d'apprendre qu'il profitait de son rôle de patron de la COP28 pour continuer à faire des contrats de GNL et de pétrole. C'est la réunion des alcooliques anonymes organisée par un caviste dans une cave. On ne mène pas la bataille du climat en signant des armistices avec ceux qui le détruisent. Il n'y a pas un citoyen normal qui comprend que ça se passe là-bas. La COP28 est devenue en réalité la conférence des lobbies. Est-ce qu'on accepterait qu'un fabricant de cigarettes organise un congrès de lutte contre le cancer? C'est absolument scandaleux. Et donc la COP28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï, 2 semaines de négociations avec une première décision attendue très rapidement pour compenser financièrement les pertes des pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Pourtant, selon ce sondage Odexa, 80% des Français pensent que cette COP ne parviendra pas à ses objectifs, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une énième COP, ça sert encore à quelque chose? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'une COP qui se tient dans une pétromonarchie? Est-ce que c'est trop tard pour limiter le réchauffement de la planète? 80% d'entre vous sont sceptiques sur l'efficacité de la COP28. Pour quelle raison? C'est un sondage qui le dit. Peu de résultats, vous dites oui à 30%, elle se tient à Dubaï à 31%, vous ne vous sentez pas concerné à 24% et vous n'y comprenez rien pour 15%. Appelez-nous au 0826 300 300. Donc Christophe Madrol est avec nous, conseiller régional Sud et président de la commission biodiversité de la région, initiateur de la COP21 de Paris. Il était présent à toutes les COP. Bonsoir, merci d'être avec nous Christophe Madrol, l'une de nos vraies voix aussi. Philippe Bilger, 28. Oui, voilà. Alors... c'est beaucoup, 28. Oui. Pardonnez ce prétendu trait d'humour, la COP est pleine ou pas? Mais j'aurais pu questionner François sur ce sujet, mais je vais le faire avec Christophe, et j'aimerais savoir, comme je suis totalement ignorant en écologie et pour ces grandes manifestations, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Comment se passe une journée
Qu'y fait-on? Est-ce qu'on parle uniquement? Est-ce qu'il y a des études? Qu'est-ce qui se déroule concrètement? Non, je vais vous répondre, moi. Ben, Christophe, vous répondrez parce qu'on a fait la COP 21, mais d'ailleurs, par ailleurs, je veux bien que Christophe Madrol soit extraordinaire, mais c'est pas l'initiateur de l'initiateur, c'est Laurent Fabius et François Hollande. Voilà. Ouais. Mais je voulais juste dire, et c'est Ségolène Royal, bien sûr. Allez, je voulais juste dire, moi sur la sur la question. Oui, sur la question, c'est. Alors attendez, là vous parlez tous en même temps. Alors attendez, Christophe, on fait d'abord un tour de table et ensuite on revient vers vous. D'abord, c'est énormément de travail de préparation à une COP. Ensuite, on travaille énormément dans les journées de la COP, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres entre... COP, ça veut dire Conference of Parties. Donc ça veut dire que toutes les parties sont autour de la table. C'est le seul moment dans une année où vous pouvez mettre autour de la table des États, des financeurs, des investisseurs et des ONG. Et ça, c'est très important. Alors on peut railler sur les ONG. Moi, j'entends bien ce qu'on dit sur Dubaï, mais à un moment donné, si on n'embarque pas ces pays-là aussi, on n'y arrivera jamais. C'est le même principe que l'ONU. Si à un moment donné, on ne parle qu'entre nous, gens élégants, et qui partageons les mêmes valeurs démocratiques, l'ONU ne sert à rien. Et par ailleurs, Dubaï, mais Christophe le confirmera, Dubaï, les monarchies pétrolières savent parfaitement que ça va s'arrêter, le pétrole. Et elles sont déjà en train de penser, elles aussi, à la paix pétrole. Regardez ce qu'est en train de faire avec Neomoum, avec son projet pharaonique, l'Arabie Saoudite. Voilà, ils sont en train de réfléchir à la paix pétrole, à l'après-gaz. Donc, honnêtement, ça me choque pas. Et oui, on bosse dans les COP, vraiment. Sébastien Ménard. Alors, moi, vous avez parlé, je crois, la semaine passée, en vous disant que c'était d'ores et déjà un échec. C'est pas de gaieté de cœur qu'effectivement je partage le sondage que vous nous avez communiqué, c'est que on n'y comprend plus rien. C'est COP 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et la température monte. Et on veut, nous, je parle en français, on essaie de dépolluer la Seine pour pouvoir s'y baigner quand on pollue le Gange ou le Nil, vous voyez. Et en fait, la réponse, elle ne peut être que globale. Et encore une fois, les deux plus grands pollueurs du monde, que sont les États-Unis et la Chine, sont la plupart du temps sur les grandes mesures, indépendamment des incantations politiques, des différents présidents, etc. Mais même si de gros efforts, Françoise va me dire, la Chine fait de gros efforts. Mais énorme, elle a changé à 300% son logiciel. Il n'en demeure pas moins qu'on a... je l'ai dit l'autre fois, on a quasi un siècle d'avance par rapport à ce qu'on avait décidé sur l'accord de Paris sur le climat. Enfin, vous voyez, on a un siècle d'avance dans le pire. Mais si, 77 ans. 77 ans. Mais si, le vrai chiffre, c'est ça. Attendez, je vais au bout, Françoise, s'il vous plaît. Bon. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, on en est à se poser la question, à quoi sert cette COP28 si on n'a pas des mesures coercitives, prises, adoptées, acceptées et implémentées dans nos modèles de vie auprès de 183 parties, ce qui n'est pas possible. Et on le sait, c'est pas possible. On l'a fait en 2015, avec des résultats qu'on connaît. Mais ça n'a rien à voir. En tout cas, les gaz à effet de serre sont réduits. Qu'est-ce que tu racontes? La température, vous ne pouvez pas juger un échec sur la température. Christophe Madrol, la température monte dans le studio. Christophe Madrol, pour répondre, vous qui êtes vraie voix ou trois vraies voix? Oui, rapidement, Sébastien, les COP sont utiles parce que, comme le disait Françoise tout à l'heure, c'est des moments où l'ensemble des partenaires, qu'ils soient financiers, les États, les ONG, se posent, parlent ensemble et prennent ensemble des décisions et des orientations. Et Françoise a dit tout à l'heure, bien évidemment, lors des accords de Paris, il y a eu un travail énorme qui a été fait par l'ensemble des pays, la Chine y compris, les États-Unis y compris. C'est vrai qu'on a eu l'époque un peu compliquée avec Donald Trump, mais aujourd'hui, le nouveau président américain se remet à travailler. Les Chinois sont présents, les Indiens sont présents. Quand on parle de décarbonation aujourd'hui de transport maritime, c'est un effet des accords de Paris. Il a fallu 10 ans pour pouvoir mettre en place un peu plus effectivement, pour pouvoir mettre en place une vraie stratégie de décarbonation du transport maritime. Aujourd'hui, je vous disais l'année dernière qu'il y avait l'émergence des pays africains. Aujourd'hui, les pays africains sont présents à toutes les tables de négociation où ils n'étaient pas présents avant. Absolument. Donc moi, je suis un éternel optimiste et je pense que les COP, comme l'ONU, sont utiles parce que même si on n'est pas d'accord, se mettre autour de la table et donner des orientations stratégiques, ça nous permet de pouvoir faire baisser les effets de serre. Et nous l'avons vu, Françoise a raison de le dire, nous avons vu que la courbe était
tangente, aujourd'hui, les gaz à effet de serre sont en diminution partout sur la planète. Absolument. Oui, Sébastien, les premiers pollueurs sont les Américains et sont les Chinois, mais aujourd'hui, ils sont autour d'une table et il faut pouvoir influencer ces pays à mettre en place des vraies orientations qui nous permettent de pouvoir nous réjouir. Et je suis persuadé, et je prends le pari avec vous, Sébastien, qu'il y aura des annonces qui vont être faites à cette COP28 que nous n'avons pas eu à la COP27. Philippe Bilger. Mais Christophe, pardon pour mon interrogation très naïve. J'entends bien le bénéfice qu'on peut tirer d'une réunion comme ça, quasiment universelle. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pays qui ne sont pas eux-mêmes encore conscients des risques de tous les fléaux que vous évoquez là? Est-ce que non? Aucun pays. Enfin, pardon, Christophe, répondez. Il n'y a plus aucun pays qui n'a pas la conscience du risque climatique. Ah bon. Déjà en 2015, Christophe s'en souvient, c'était déjà flagrant. On avait des réunions avec les Australiens qui disaient on a tout foutu en l'air avec notre corail. On avait des réunions avec la Turquie. C'était déjà incroyable en 2015. Mais maintenant, moi j'en ai fait 2 en suivant, mais Christophe en a fait beaucoup plus. Mais maintenant, il n'existe pas un seul pays au monde, sauf peut-être la Corée du Nord, et elle le dira pas. Mais je veux dire, qui n'a pas conscience que c'est notre vie d'espèce humaine et notre vie, bien sûr, de la biodiversité qui est véritablement en danger. Ça, moi, cette conscientisation, on l'a gagné. Ça, on l'a gagné. La question aujourd'hui, Philippe, c'est le financement. C'est la question du financement. Qui paye pour qui? C'est là où est le sujet. Nous avons eu des années où on a eu du mal à mettre tout le monde autour de la table. Il y avait encore, il y a 4-5 ans, des climato-sceptiques. Aujourd'hui, François a raison de dire que tous les pays ont pris conscience qu'il va y avoir une incidence du réchauffement climatique sur leur territoire et sur la population. La vraie question aujourd'hui, c'est qui paie. Et la première résolution qui a été prise à l'ouverture dans ce pays, on ne s'y attendait pas, personne ne s'attendait, effectivement, que les pays les plus riches mettent en place un fonds vert de soutien aux pays les moins riches pour pouvoir accompagner la question de la décarbonation de leur entreprise, de leur industrie. C'est ça qu'on doit porter. C'est que les pays riches, à un moment donné, doivent partager parce que l'incidence qu'il peut y avoir de pays carbonés influe sur des pays qui sont en voie de décarbonation. Allez, le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, Cécile. Et c'est Lionel qui est avec nous. Lionel, vous voulez réagir ? Oui, écoutez, moi, la première fois où j'ai vu que la COP28 allait avoir lieu à Dubaï, j'ai cru que c'était une annonce du Gorafi. Et j'ai dû vraiment m'y reprendre. C'est un site parodique pour ceux qui ne le savent pas. Non, mais vraiment, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois quand même pour être sûr que c'était une vraie info et que c'était pas une connerie. Alors, tout ce qui a été dit est plutôt vrai. Malheureusement, je pense que tant qu'on n'a pas le nez dedans, et quand je vous dis le nez dedans, c'est dans les catastrophes et dans les milliards qui disparaissent pour régler en assurantiel tous les coûts des catastrophes environnementales, on changera pas. Parce que le pétrole, c'est une énergie qui est facile d'accès, qui est peu chère, qui coûte rien. Le gaz, c'est pareil. Et tant qu'on n'a pas, en fait, si vous voulez, quelque chose qui se rapproche de ça en termes de coût, d'efficacité, une vraie alternative, vous voulez dire. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est la raison pour laquelle on utilise le pétrole. Mais parce que le pétrole, en fait, concrètement, c'est liquide, c'est facile à transporter, c'est peu dangereux, on a un excellent rapport, en fait, puissance-performance-prix. Donc, on n'a pas mieux que ça, en fait. C'est vraiment ça le truc. On n'a pas mieux que ça. Alors c'est sûr que nous, en Europe, on peut essayer de faire un petit peu mieux. On peut tricher un peu. Mais les pays comme l'Inde, Brésil, Chine, tous ces pays finalement avec une population assez massive, qui ont exactement tous les BRICS, qui ont envie de se développer, qui ont envie d'une vie à l'occidental, on va dire, c'est-à-dire avec le confort occidental. Tous ces pays-là qui arrivent sur le marché, ils n'ont pas accès au nucléaire, ils n'ont pas accès à des énergies qui ne sont pas sales entre guillemets, mais que nous considérons comme sales aujourd'hui. Bien sûr, la Russie, l'Iran, la Chine, bien sûr que si. Enfin, Oui, sur les BRICS. Oui, sur les BRICS. Et d'ailleurs, le Brésil roule aussi à l'éthanol, au bioéthanol. C'est pas vraiment. Oui, on va dans les forêts pour planter, pour planter des trucs. C'est pas des solutions. C'est pas des solutions. Non, moi j'entends ce que je voudrais juste répondre. Je voudrais juste dire un mot à Lionel par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites. Moi, je crois qu'au contraire, il faut faire travailler les monarchies pétrolières parce qu'elles savent elles-mêmes que c'est fini. Vous savez, vous avez la plus grande couche de gaz naturel que le Qatar et l'Iran se partagent chacun
d'un côté. Vous savez, il y a ce dessin où chacun siphonne la paille. Cette immense réserve, elle a une fin. Et les États le savent parfaitement. Donc moi, ça ne me choque pas. Et par rapport à l'utilité et la décarbonation, je vous signale que la Commission européenne a décidé la fin des bagnoles avec de l'essence ou du diesel, si vous voulez, en 2035. Ça, c'est un effet des COP et c'est un effet véritablement réel. Ça veut dire qu'il faut travailler à l'alternance. Allez, on retourne au standard avec Roland qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonsoir Roland. Bonsoir à toutes les vraies voix, bonsoir à tout le monde, bonsoir ma très chère Cécile et à tous les Philippe et à Françoise et à tout le monde. Voilà, et à tous les Roland. Ouais, pourquoi pas. Voilà, moi je vous appelle parce que tout à l'heure j'entendais monsieur Christophe Béchu dire que, alors c'est un petit point un peu technique, alors c'est vrai que 4 ans à l'échelle de l'humanité, c'est pas énorme. C'est rien. Alors il dit que les statistiques et les analyses qui ont été faites des précédents réchauffements et des températures n'ont été faits que sur 4 ans. Alors à quand remontent réellement les mesures vraiment valides et concrètes? Peut-être à 70 ans, je sais pas, le thermomètre a été inventé dans les années 1900. Concrètement, il y a 2 millions d'années, qu'est-ce qu'on avait comme mesure pour pouvoir dire que le climat ne s'est pas réchauffé, n'a pas connu des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement. Aujourd'hui, plusieurs scientifiques nous démontrent et nous prouvent. Non, mais on a la réponse à ça. Nous démontrent et nous prouvent que la Terre a connu auparavant, et on n'était même pas encore de petits insectes sur la planète. Voilà, on était encore au niveau des bactéries, exactement. Et comment peut-on affirmer des choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais connues? Et voilà, à l'échelle de l'humanité, 100 ans, la vie d'un homme, c'est pas grand-chose. Donc, moi j'ai du mal à comprendre ça. Alors, on va faire réagir Christophe Madrol. Christophe Madrol, pour répondre à Lionel et à Roland, c'est vrai ce que dit Roland, les mesures thermométriques sont pas si vieilles que ça. Oui, mais on connaît aujourd'hui, on a quand même des scientifiques et le GIEC, Roland peut aller voir, tous les études du GIEC montrent que sur plusieurs milliers d'années, on connaît l'évolution de la température sur la Terre. Moi, je parle pas forcément, Roland, de réchauffement climatique, je parle de dérèglement climatique. Vous avez vu les fortes pluies qu'il y a eu dans le Nord. Dans ma région sud, il y a des incendies, il y a des sécheresses, à multiples sécheresses. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, on voit ce qui se passe, ce qu'on a vu en Australie, on a vu ce qui s'est passé au Canada. La Terre aujourd'hui, globalement, se réchauffe. Et donc, quand ça se réchauffe, il y a évidemment une répercussion sur la nature, sur l'agriculture, sur les questions migratoires, donc sur les questions sociales. Je le dis souvent sur le plateau des vraies voix. Quand je parle de dérèglement climatique, quand je parle de réchauffement climatique, ça a des incidences sociales immédiates. Et vous savez, l'histoire du papillon qui bat des ailes l'autre côté de la Terre, ça arrive à un moment donné en France rapidement. Absolument. Merci beaucoup Christophe Madrol. Christophe Madrol. On est obligé de vous laisser parce que derrière il y a le qui c'est qui l'a dit. Et je peux vous dire que le réchauffement climatique c'est rien par rapport à la température qui monte dans le studio à ce moment-là. Il y a de la bourrasque. Il y a de la tempête dans un instant. Donc couvrez-vous, arrêtez-vous sur le bas-côté si vous êtes en voiture, arrêtez le métro si vous êtes dans les transports en commun ou dans un bus. Ne tirez pas le signal d'alarme. On reste ensemble jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Oh là là. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. On s'est déconcentré pendant la pub. Vous vous rendez compte que... Il y en a qu'un qui n'a pas parlé, c'est Ménard. Oui, parce que je pense que lui, il a révisé. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est obligé de prévenir les gens de ce jeu, de se mettre en sécurité? Parce que tellement c'est une folie, une folie. Voilà, alors baissez un tout petit peu le son. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est avec Lionel. Lionel, vous êtes prêt? Lionel, vous êtes bien assis, bien installé, bien concentré? Bien installé. Et ben voilà. Alors Lionel, le principe, vous répondez seul aux questions et derrière, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les trois dingos là. C'est trois dingos qui arrivent. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. J'ai déçu, j'ai provoqué de la colère, de la peine en réponse. J'ai été l'objet d'une haine, c'est très difficile à vivre.
Moi, je dirais Macron, ça lui irait très bien. Non. Bonne réponse. Elle a été plus rapide, mais Cahuzac. Elle l'a dit avant. Elle l'a dit avant. Françoise de Gaulle l'a dit avant. Et oui, c'est pas la peine de garder ce geste comme en ralenti au cinéma. L'autre. Ça changera rien. Ils sont Seconde impitoyables, question, les vraies voix. Il est Lionel. député. Ils sont Sébastien impitoyables, sauf avec Bilger. Seconde question, c'est sur l'affaire Joël Guerriot, le sénateur chez qui on a saisi de la drogue. Il n'a rien à faire au Parlement, pas de drogue au Sénat, sauf si on fumait de la moquette. Lionel. Alors là, j'en sais Philippe. rien du tout. Pour le coup. Bruno Retailleau. Bonne réponse, Bruno Retailleau, D'habitude, c'est le pour toi. patron Bah oui, des, c'est pour ça que je fais des Philippe. DLR au Sénat. Qui c'est Vous avez qui vu, l'a il est dit? complètement fou. Il n'a pas dit Retailleau, Philippe Bilger, Bah c'est non, bizarre. Il a pas eu le temps là. T'as vu comment il a Il avait des bonbons. Parce qu'il C'est avait des vrai, bonbons, c'est ça. vrai, Lionel, il avait des bonbons dans la bouche, effectivement. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Et ça Lionel. concerne les vraies voix. Ouais. Les commentateurs médiatiques ont une forme d'amour de ce qui ne va pas en France. Ah, bah c'est oui. Lionel. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Macron Non. Ah bon que... Gérald Darmanin. Bonne réponse de Sébastien. Mais comment fait-il? Ménard. Il attend, il a des anti-sèches. Non, il a révisé. Je travaille. Non, je travaille. Alors ça, c'est Genre, énorme. nous, on paye la girafe. Bien tu sûr. sais. Et vous nous prenez pour des jambons. Hein. Non, il y a une embrouille parce que d'habitude il est nul. Donc là, d'un seul coup, depuis 3 semaines, il est Non, malade. ça fait 6 mois que je suis très bon. Non, c'est désolé. C'est un macroniste, je suis très bon. Françoise de Gaulle, quatrième Oui, question. pardon. Qui c'est qui l'a dit? Ce que je condamne, c'est la mort de Thomas, c'est l'ultra racaille. Lionel. Le ministre là, Non. qui vient de se faire juger. Non. là. Il n'est pas ministre. Non, il est pas allez-y. ministre. Il est c'est, chef de parti. Bardella. Non. Ah bon Ciotti. Non. Non, l'ultra Retailleau. Non. Non, Marlex. Non. Mais Il non. est chef de Marine Le parti. Pen. C'est un ancien Non. journaliste. Ah oui, Robert Ménard. Mais non, ah non. Éric Zemmour. Voilà, Éric Zemmour. Éric Il est président Zemmour. de Reconquête. Hein. Journaliste, Ah, chef de ouais. parti. voilà. Lionel, vous l'avez pas, ça vous l'aviez pas? Ah, il est en train de nous non, pas du écraser, tout. mais non. Alors là, attendez, Lionel, oui, en même Lionel, temps, oui, on se Zemmour, concentre. racaille, Françoise oui. de Gaulle, s'il vous plaît. Oui, pardon. On se concentre. Écoutez bien qui c'est qui l'a dit, Lionel. Nous sortons de la crise inflationniste. Ah, je le confirme. Je sais, Lionel. c'est moi. Le ministre de l'économie. Bonne réponse. Bruno Le Maire. C'est bon. Bruno Le Maire. C'est bon, Il a dit Lionel. le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ah, ça est-ce va. qu'il a Ne parlez donné pas. le nom? Oui, Non, il a dit oui. le ministre de l'économie, Bruno Ne Le Maire. parlez pas tous en même temps. Ouais, Ça veut ouais. dire ils râlent tous. On cherche, Moi, je vais mettre des Philippe cartons Bilger. jaunes. Ne Mais parlez moi, pas. je ne râle pas. Je C'est suis pas à possible. zéro. Mais vous voulez que je m'énerve ou pas? Ah non? Bon, j'adore. Oh non, Qui oh non. c'est qui ils ont peur? Qui c'est Vachement. qui l'a dit, Lionel? C'est une insulte à l'idée même de la justice. Il n'a pas été jugé comme un citoyen ordinaire. C'est une cour d'impunité de la République et elle doit être supprimée. C'est une femme, Je sais pas, Lionel. mais c'est très vrai. Je sais pas, mais c'est très vrai. C'est une femme. Oui. Marine Le Pen. Non. Non, c'est du mais PES. c'est Pas le Sandrine PES. Rousseau. Non. Non, Sandrine Rousseau. c'est Panot. Non. Non, 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 c'est pas Elle, Panot. elle est à l'Europe. elle est à l'Europe? Aubry. Bonne réponse, Manon Aubry. Manon. Ah, mais non, Martine Aubry. Non, Manon Aubry. Mais non, mais ça Cécile tournait autour Aubry. de la NUPES. C'est vrai que je l'ai lu tout à Attention, l'heure. c'est la dernière question. Et si vous la on trouvez est pas, écrasé. c'est la Philippe, je ne comprends pas. Mais Ah, mais non. Question, c'est tout ou rien, moi. question, qui c'est Ah, il fait qui l'a rire. dit? Question, qui c'est qui l'a dit au sujet de la présidentielle 2022? Il y avait chez moi une forme Ah d'impréparation. Pécresse. Pécresse. Philippe Bilger. C'est pour Philippe. Et Lionel l'a dit, mais vous n'êtes pas Fanny. J'ai pas triché, Allez. mais- Et on le met à Lionel aussi. Ceci dit, on avait tous la Bravo. réponse. Hein. Lionel. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que les bonbons de Philippe n'ont pas payé. Ouais, mais c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Mais j'en ai Je pas comprends donné. pas, là. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Non, mais quand il y a, j'allais dire Robert Ménard. Sébastien Ménard. Je ne sais pas comment il fait. Mais voilà. Non, non, il y a une embrouille. Mais vous je sais savez pas pourquoi, laquelle, mais il y en a Lionel une, je le connais. Je Lionel, sais. parce C'est que- pas possible, parce qu'en fait, ses résultats ne vont pas avec ce qu'il est. Oui, qu'est-ce que je comprends Lionel, Qu'est-ce que je Lionel. comprends pas dans ce que vous dites, je sais pas. Non, Lionel nous pose une question en disant vas-y, je ne comprends Lionel. pas pourquoi les bonbons n'ont pas fonctionné parce que je suis quelqu'un de carré, c'est tout, je suis loyal. Ouais. Ben voilà. Et on ne m'achète pas, Lionel. Sachez simplement, les auditeurs doivent savoir qu'ici, il y a une embrouille de corruption. Je vais savoir laquelle. Cécile Je est vais loyale en ma faveur. Il Allez, faut arrêter. Lionel, on je vous vais embrasse. savoir. Vous Merci, restez avec Lionel. nous. Dans un instant, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? Vite. La politique rentre par la Avec fenêtre France- à la CGI.
Avec Françoise. Eh bien, Elisabeth Borne veut en finir avec WhatsApp. Avec vous, mon cher Sébastien. Doit-on sauver la planète ? Ah bah oui. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, et Félix Mathieu, pas du tout, Philippe Bilger est avec nous, bien entendu, mais Félix Mathieu aussi est avec nous, ça tombe bien parce que c'est le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et une députée LFI a interrompu son discours pour réprimander la première ministre qui vapotait. Oui, c'est pas courant, les leçons de bonne manière d'une députée d'opposition à la chef du gouvernement. Bon, il faut dire que Caroline Fiat était aide-soignante de profession. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Vidéo repartagée par Caroline Fiat elle-même. Obligée de m'interrompre dans mon discours pour demander à Elisabeth Borne d'arrêter de vapoter dans l'hémicycle, s'indigne-t-elle. Alors c'est pas nouveau, hein. Ça fait des années que régulièrement des députés d'opposition reprochent cette pratique à Elisabeth Borne, y compris d'ailleurs à l'époque où elle était ministre du Travail. Et bon, après vous me direz, elle n'était pas à la santé. Non mais c'est bien, moi je trouve que, écoutez, il n'y a rien à redire à Caroline Fiat, qui est quand même une députée qui se tient dans la France insoumise. Elle fait partie des gens quand même qui ont une vraie... quelque chose de bien, une vraie tenue qui confirme la règle. Et elle a répondu, la première ministre. Mais bon, mais c'est normal qu'elle se fasse houspiller et puis elle peut pas continuer à faire ça. C'est quand même extraordinaire de dire aux gens, vous pouvez pas fumer à la plage, mais vous vapotez dans l'hémicycle. Ah non, mais il est interdit de fumer dans l'hémicycle. Point final. Qui que vous soyez, en fait. Je suis d'accord, mais parce qu'elle a un stress quand elle est au cabinet de Ségolène. Voilà, son bureau c'était un cendrier géant et j'ai rien à dire parce que je suis exactement la même. Donc voilà, mais je comprends très bien que pour gérer son stress, mais il faut qu'elle arrête tout simplement parce que elle se décrédibilise. C'est ce que je fais moi pour tenir 2 heures sans fumer. Alors imaginez. Après, à la pause, je vais pas balancer, mais à la pause, voilà, je vais fumer. Voilà. Non, mais je comprends Elisabeth Borne son stress, mais il faut qu'elle arrête. Allez, parmi les sujets les plus commentés ce soir, la libération d'une otage française du Hamas. Avec des internautes qui repartagent la joie de sa famille, sa mère en pleurs au téléphone en apprenant la nouvelle. Mia Chem est libre, écrit Emmanuel Macron. C'est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible, ajoute le chef de l'État. 2 otages du Hamas libérés tout à l'heure, dont cette jeune femme franco-israélienne de 21 ans. Elle avait été enlevée au festival de musique le 7 octobre. 4e otage français libéré par le Hamas, précise le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui promet « Nous ne relâcherons pas nos efforts jusqu'au dernier otage ». Je serais curieux de savoir comment ça se passe concrètement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu un dialogue c'est intéressant, entre le Hamas et... C'est par le Qatar, en fait. Il n'y a aucun dialogue direct, ni avec Israël, ni avec la France, ni avec les États-Unis. En fait. Merci Félix Mathieu. Et moi, je vais pousser un coup de gueule, une fois n'est pas coutume, pour défendre des gens qui ont violé la loi, tout en comprenant ceux qui ont déposé plainte contre eux. La semaine dernière, à Toulouse, a eu lieu une manifestation d'agriculteurs qui a causé des dégâts. Allez, 7 500 € de frais de nettoiement pour retirer du fumier, de la paille, des pneus, et 5 500 € pour refaire la pelouse des allées Jules Guesde. Et je comprends la mairie de Toulouse qui a porté plainte, mais plutôt que de regarder les conséquences, regardons les causes. Oui, nos agriculteurs sont au bord du gouffre, sinon 2 ne se suicideraient pas chaque jour. Des agriculteurs qui nous nourrissent, pour des salaires parfois inférieurs au SMIC, voire même au RSA, qui ne comptent pas de leurs heures, font de leur mieux, et qu'on enquiquine avec des normes que seule la France impose à ses agriculteurs, pour les mettre un peu plus en difficulté, sans oublier la paperasse inhérente à notre administration. Des agriculteurs plus taxés que leurs concurrents et à qui l'Europe vient de mettre un nouveau coup de couteau dans le dos en signant un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour le plus grand bonheur de nos producteurs ovins, que ce soit dans le Quercy, au Pays Toy ou encore à Sisteron, pour prendre les labels du sud de la France. Alors, je le dis et je le redis, casser ne sert à rien, mais je comprends 10 000 fois que nos agriculteurs refusent de mourir en silence. Sébastien Ménard. Et je partage encore une fois, mon cher Philippe David, parfaitement votre point de vue. Il faut soutenir nos agriculteurs. Et je dirais la première brique, le premier acte pour les soutenir, c'est effectivement, j'avais dit que je ne dirais plus de gros mots, mais d'arrêter de les emmerder. Il faut arrêter d'emmerder les entrepreneurs, il faut arrêter d'emmerder les agriculteurs, il faut laisser les gens, je dirais, qui sont pleins de bon sens, qui sont pleins de bonnes initiatives et qui sont la plupart du temps
très, très, très respectueux des lois de notre pays. Françoise Devoix, vous êtes d'accord ? Oui, d'abord je voudrais dire que la France c'est celle qui verse le plus à la PAC et qui reçoit le plus. Donc, mais le problème de la PAC, c'est qu'il faut la refonder parce qu'on peut pas toucher la PAC en fonction des hectares. C'est-à-dire qu'en gros, l'argent va aux gens qui ont déjà l'argent. En gros, les céréaliers. Voilà. Ça c'est un peu rééquilibré. Ça c'est un peu rééquilibré sous François Hollande. Il faut quand même le reconnaître. Il y a eu plus pour les élevages, mais voilà. Ça c'est le premier point. Après, le deuxième point, on peut s'honorer effectivement que l'ensemble de la gauche ait refusé de voter au Parlement européen l'accord de libre-échange, mais je constate le décalage entre Emmanuel Macron, qui n'a que le mot écologie à la bouche, qui nous a même dit dans l'entre-deux tours, ce quinquennat sera écologiste ou ne sera pas, c'est sa phrase au meeting de Marseille, et évidemment comme un seul homme, Renaissance, évidemment la France ne s'est pas opposée au glyphosate, et la France, et vous avez raison de le souligner, a signé, enfin la majorité... Et nombre d'élus Renaissance ont écrit hipipi pour un sur Twitter. Qui est quand même complètement délirant, et l'ensemble de la gauche, contrairement à ce que disait LFI, y compris le PS, etc., tout le monde a voté contre. Donc je suis d'accord avec vous, il n'en reste pas moins vrai que je suis toujours étonné qu'on ait autant de complaisance avec les agriculteurs qui cassent et qu'on soit aussi dur avec d'autres gens qui cassent, les manifestants notamment. Et ça me gêne toujours un peu chez vous, il n'y a pas de casse acceptable, mais c'est absolument pareil quand vous défoncez, quand vous mettez le feu au Parlement de... Écoutez, quand vous mettez le feu au Parlement de Rennes, au Parlement de Bretagne, arrêtez le cinéma. Attendez, je vous dis un truc, un Black Bloc, il vit pas dans le désespoir. Un agriculteur, il y en a deux qui se suicident par an, et je les mets pas dans le même panier. Mais moi, c'est pas un problème de mettre dans le même panier ou pas, je parle pas des Black Blocs, je parle de gens qui étaient pas des Black Blocs et qui se sont fait éborgner les mains, les yeux, etc. Et vous êtes d'accord, puisqu'on a fait les Gilets jaunes ensemble pendant 1 an et demi. Donc on est d'accord qu'il y a violence ou il n'y a pas violence. Et j'en ai un peu marre, si vous voulez, de la complaisance à l'égard de la FNSEA, si vous voulez vraiment le plafond de mon point de vue. Vous n'êtes pas un adepte du en même temps en général. Non. Vous choisissez là, un ça camp. fait du bien, là. Et là, c'est un peu dangereux, votre point de vue. Je trouve, même si la cause est on ne peut plus légitime, écoutez, je n'aurais pas tendance à tolérer si peu que ce soit la violence. Je ne l'accepte pas non plus. C'est 7500 € de nettoyage qu'ils ont mis du fumier et du foin. Non mais Philippe, ça se découpe pas. Vous savez, il y a plein de trucs qui m'ennuient. Ils n'ont pas cassé une agence bancaire. Je pense que la liberté d'expression, le droit de manifester, ça se découpe pas en fonction des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est ce que je vous reproche dans ce... Non mais si, vous aimez les agriculteurs et vous aimez pas forcément les manifestants. C'est évident. Vous pouvez pas avoir 2 poids 2 mesures. C'est pas possible. C'est impossible ça. Il a fait des choix, il a le droit. Voilà, c'est le principe de cette émission. Il n'a pas fait de choix. Il fait le choix des agriculteurs, il a le droit. Non, donc, voilà, c'est tout. Non, mais en général, il ne fait pas le en même temps macronien. C'est parce que Sébastien Ménard était là, alors. Merci. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu. Françoise, puisque vous avez la parole, on parle de quoi avec vous ? Avec Elisabeth Borne qui interdit WhatsApp à ses ministres. Avec vous, Sébastien Ménard. Doit-on sauver la planète ? Et le meilleur pour la fin, Philippe Bilger. Rentre par la fenêtre. Le meilleur par la fin. Elle a vraiment décidé. La flagornerie. Elle a vraiment décidé. On a beau dire, elle est bien. Elle est formidable. Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. J'aimerais parfois, chers amis, que vous soyez dans ce studio. Mais j'aimerais tellement, si vous saviez. Mais de toute façon, on part. Non mais on part. Vous avez vu ce qu'elle nous a dit, c'est l'invitation à quitter ce studio. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous pouvez aller faire de la philosophie politique chez vous. Voilà ce qu'elle a dit. Exactement. Voilà, je le redis devant témoins. On des centaines de milliers de gens qui nous écoutent. Politique chez vous. Voilà. Eh ben on s'en va. Mais le problème c'est que vous êtes ici chez vous. C'est ça votre problème. C'est une forme de désaffection. C'est exactement ça. Voire de désamour. Quelle tristesse. De toute façon, il n'y en a que pour Bilger aujourd'hui, t'as compris. Non, c'est ça. Sachez que je ne vous lâcherai jamais. Bien sûr. Allez, c'est ce que Sarkozy avait dit je vais chercher les Kleenex. Je ne vous abandonnerai jamais. Vous en souvenez, ce discours magnifique d'élection. On a vu ce que ça a donné 5 ans après. Enfin bon. Profitez-en vivement l'année prochaine. Et la méchanceté, non, plaisante, bien entendu. Bien sûr, Philippe Bilger est avec nous, Personne Françoise ne sait qui partira. Bah non, ce sera peut-être moi la première, vous savez. Et Sébastien Ménard, le tour de table de l'actu, des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. On n'a absolument pas fait le tour du sujet, Philippe. Non, et Philippe Bilger, vous voulez reparler de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti.
Oui, mais par un angle très particulier. Je me suis toujours efforcé, ici ou ailleurs, de ne pas mettre en doute la légitimité de la Cour de justice de la République, puisqu'elle était appelée à juger le garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Elle a rendu sa décision hier de relax, et ce qui me surprend, c'est que, à force d'avoir voulu échapper à l'analyse de la politisation, je l'ai fait sortir par la porte et elle rentre par la fenêtre depuis hier soir. J'entends beaucoup de gens, des partis politiques, des journalistes, évoquer à nouveau la suppression de la CJR. Emmanuel Macron l'avait promise et dire qu'à l'évidence, la décision a été prise en quelque sorte au nom d'un rapport de force politique. Donc ce qui m'amuse, rien m'amuse, il faut le dire, eh bien, c'est que la politisation que je n'ai pas fait rentrer par la porte est rentrée par la fenêtre. Voilà. Françoise Degois. Oui, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas commenter une décision. Moi, je m'en tiens. Ça peut pas être découpé. Là encore, en fonction de mes goûts et de mes dégoûts. Simplement, cette décision va creuser un peu plus encore le fossé. C'est ce que je comprends. Ça va accentuer encore le désaveu par rapport à la justice. Quant à Éric Dupond-Moretti, il est acquitté. Point. Voilà, il est acquitté. Qu'est-ce qu'on en a à en dire, si ce n'est qu'il faut arrêter de fonctionner avec cette Cour de justice de la République et que cette décision-là, elle est vraiment pas bonne pour notre démocratie, tout simplement. Les gens savent comprendre ce qui se passe, en fait. On n'a même pas besoin de leur décoder en tant qu'éditorialiste. Sébastien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dupond-Moretti est acquitté alors qu'il ne devait pas l'être? Non, Dupond-Moretti, il est acquitté. Il y a une Cour de justice de la République. Il y a des magistrats professionnels. Il y a un collège de politiques, effectivement, de parlementaires, qui ont pris une décision. Moi, en fait, je connais pas le fond. Je regarde juste la forme. Voilà, donc il y a c'est ce qu'on dit en fait. Voilà, oui, non, mais vous dites que ça donne une très mauvaise image, etc. Bien sûr, parce que les gens connaissent le fond, parce que vous dites que vous ne le connaissez pas. Mais vous dites, vous faites l'idiot, vous faites l'âne pour avoir du son. Non, mais vous faites l'âne pour avoir du son. Mais bien sûr, vous faites l'âne pour avoir. Non, mais c'est très gentil. Vous faites l'âne pour avoir du son parce que vous savez, ça va dans votre raisonnement. Vous dites, vous savez très bien ce qu'il y a dans le dossier. Vous savez très bien que un homme comme Dupond-Moretti ne peut pas faire des choses à l'insu de son plein gré. C'est pas Richard Virenque, franchement, Dupond-Moretti, donc vous le savez très bien. Donc on peut bien imaginer. Vous reprenez les propos de Gilbert Collard. Mais c'est pas simplement Gilbert Collard, tout le monde le dit depuis le début. On en est là. Donc moi j'ai apprécié Dupond-Moretti dans sa charge contre l'Assemblée nationale. J'aime bien ce bonhomme, mais je sens quand même que cette décision, les Français, ça les fait se bidonner. Un sondage d'ailleurs a dit que les deux partis perdaient. La vie, c'est pas les sondages. Non, mais les gens, c'est une température d'opinion. Il faut arrêter de prendre les Français pour des andouilles. Les Français, en fait, ils voient tout. Et c'est pour ça que la classe politique en est dans cet état-là. Ça, c'est sûr, c'est évident. Surtout du côté de chez vos copains. Ouais, regardez Macron, votre ami. Si vous pensez qu'il va mieux, si vous pensez qu'il va mieux, Macron, pardonnez-moi de vous le dire. Mieux que Mélenchon, en tout cas. Oui, mais tout le monde va pire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le drame. Allez, on va s'organiser un petit peu avec Sébastien Ménard sur la Terre. Ben oui, parce qu'en fait, je lisais un article ce matin de Sud-Ouest, de Ouest France. Un peu. En tout cas, mieux que vous, a priori. Voilà. Et en fait, dans Ouest France, en tout cas, vous avez peut-être une meilleure lecture que Françoise Degois. Ça, c'est certain. De la vie politique. Oui, il a une lecture macroniste, donc tout est dans tout. Absolument pas que. Tout est dans tout. Allez, on y va. Et donc, l'article titrait peut-on encore sauver la planète? Mais en fait, c'est pas la question. C'est doit-on sauver la planète? Peut-on sauver la planète? Et si on pose cette question, doit-on sauver la planète? La réponse est oui ou non, parce que la planète, de toute façon, elle se sauvera. La vraie question, c'est celle du vivant. Et c'est ça que, justement, on parlait de la COP28 tout à l'heure. Le sujet, c'est pas le climat de la planète Terre. Le sujet, c'est pas l'état des océans de la planète Terre. Vous pouvez les polluer, vous pouvez les assécher, vous pouvez augmenter la température de 15 degrés. C'est les conséquences sur le vivant. Et ce que moi, je voudrais dire, c'est que quand on pose toutes ces questions, faut-il sauver la planète? Mais c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est les habitants de la planète. La planète, elle a vécu avant avec d'autres habitants et elle pourra vivre avec d'autres habitants que nous. Donc c'est le vivant. Et je pense que c'est ça qu'il faut adresser. Et quand on parle de biodiversité, les gens, c'est un concept qu'ils comprennent finalement pas si bien. Mais quand on leur parle d'eux, les conséquences que ça peut avoir sur la santé publique, que ça peut avoir sur notre capacité à procréer,
On l'a vu avec les perturbateurs endocriniens, avec tous les types de pollution, etc. Avec les PFAS qui polluent les eaux, et il y en a plein dans l'eau que vous consommez. Voilà. Et ben en fait, c'est tout ça, c'est le vivant. Et je pense que à l'ordre du jour, on n'y est plus, on n'y sera pas, ma chère Françoise, mais c'est le vivant qu'il faut mettre à l'ordre du jour des COP 21, 22, 28, 34, 35, etc. C'est ce que font les gens. C'est le vivant. Mais c'est le vivant. Non, mais il faut. Quand on parle de planète, c'est pas un concept creux. Mais c'est le vivant. Ce sont les bipèdes. Non, mais ce sont les humains. Ce sont les êtres vivants. Les êtres humains, c'est aussi les plantes, c'est les vers de terre. C'est vivant. Moi, non, je comprends même pas. Évidemment que c'est tellement évident que c'est à la une. C'est tellement évident qu'on n'en parle pas. Mais si, on parle. Quand vous prenez l'article. Non, je fais référence à un article. Je vais terminer ma petite séquence. C'est que quand on prend les articles qui sont plutôt bien écrits, parfaitement bien intentionnés, on vous parle de la planète. Mais la planète, encore une fois, je le répète, elle l'a vécu avant et elle vivra après. Non, mais avec ou sans nous. D'abord, on sait simplement que la durée de vie de la Terre, c'est à peu près 1000 milliards d'années, donc ça c'est certain. Après, moi, j'ai pas. C'est moins que Françoise de Gaulle. Mais moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'on passe à côté du vivant. Les gens ont compris que l'espèce humaine est menacée. Si c'est ça que vous pensez, que les gens n'ont pas compris, oui. Par contre, je me souviens qu'on est tous allés en délégation à Bruxelles pour parler des abeilles et qu'on s'est fait très moquer de nous. Je me souviens, j'étais avec Stéphane Le Foll, et en réalité, on est en train de se rendre compte que les abeilles, c'est à la une. Donc les gens ont parfaitement intégré. Mais vous devriez lire plus sur l'écologie. Je vois que vous êtes en train de vous découvrir écologiste, c'est merveilleux. Peut-être plus que Macron d'ailleurs. Voilà, du bonheur. Et boum, elle en met une quand même. Elle en met une à chaque fois. Petite pause, les amis. On revient dans un instant avec un réseau social que vous connaissez bien, WhatsApp. Le gouvernement français va abandonner WhatsApp au profit d'une application française. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. C'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nous pour nous accompagner avec Philippe David, qu'on est ravis d'accueillir, Philippe Bilger et Françoise Degois et Sébastien Ménard aussi. Il y a quelques instants, on revenait sur la relax d'Éric Dupond-Moretti et puis on parlait de la Terre avec Sébastien Ménard. Et sur un autre sujet, la décision, Françoise, de finalement que le gouvernement arrête de se servir de ce que moi j'appelle un réseau social, WhatsApp. Oui, c'est une demande, presque une injonction d'Elisabeth Borne de cesser. Elle demande à ses ministres, également aux membres de la majorité, de cesser avec WhatsApp, avec Signal, avec Telegram, et de le remplacer par une application qui s'appelle Ovid, je crois, Ovoid ou Ovid, qui est a priori une application française, pour des raisons de sécurité. Moi, ça me fait vraiment sourire parce que de toute façon, quelles que soient les applications, à partir du moment où vous émettez un signal extérieur avec un groupe, de toute manière, des logiciels comme Pegasus, par exemple, si on parle de ce logiciel-là qui a fait tellement couler d'encre, notamment entre la France et le Maroc, on peut absolument tout vous pirater. J'ai le souvenir de la bataille qui avait été menée. Il y avait des papiers pleins dans le monde entre Barack Obama et les services de sécurité parce que Obama voulait absolument garder son BlackBerry. Il était un fou du BlackBerry. Les services de sécurité voulaient l'équiper avec des téléphones cryptés. Ça a été une bagarre sans nom. Finalement, il a été obligé de se plier au desiderata. Ça n'empêche pas, bien sûr, évidemment, même le président des États-Unis d'être écouté. Angela Merkel a été écoutée, François Hollande. Je pense que dans un monde où tout le monde écoute tout le monde, c'est un peu de la communication. Je pense que vraiment, Elisabeth Borne ferait mieux d'envoyer d'autres signaux, notamment d'arrêter de fumer à l'Assemblée nationale, ça c'est vrai. Non, mais pas simplement, vraiment envoyer d'autres signaux, par exemple de la sympathie et de l'empathie. Moi, je pense que c'est de la communication. Je suis assez défaitiste et vraiment, je dédramatise cette idée que nous soyons espionnés. Vous savez, dans les ministères, peut-être que Sébastien a connu ça, les ministères de crise, en tout cas, il y a des téléphones vraiment cryptés, des lignes rouges directement. Alors, c'est des trucs, je vous invite, un jour, je me suis retrouvé au Brésil à essayer de faire marcher ce machin-là, parce qu'il y avait un truc dans une conférence. C'est imbitable, c'est une mallette qui pèse, je ne sais pas, c'est des téléphones Thomson, satellites, enfin ça n'a aucun sens. Vous ne pourrez pas demander à un ministre de remplacer son usage courant par ça. Sébastien Ménard. D'ailleurs, les ministres de la République française, encore aujourd'hui, quand ils prennent leurs fonctions, on leur donne des téléphones cryptés qu'ils n'utilisent pas. Téléphones portables cryptés parce qu'ils sont lourds, parce que ils sont, tout ça ne correspond pas, je dirais, à leur quotidienneté, etc., à leur vie. Donc évidemment, ils sont sur Telegram, ils sont sur WhatsApp, etc. Moi, j'ai un certain nombre d'amis. Enfin, c'est pas pour me la jouer, mais membres du gouvernement, je les vois arriver sur Telegram le soir quand la journée se termine, etc., etc. Voilà. Bon, faut aussi vivre avec son temps.
important, et je pense comme Françoise qu'il faut aussi accepter qu'on est espionné. Voilà, les règles de cette économie numérique globale. Il n'y a pas que les manques du gouvernement, hein, ça peut être n'importe qui. Françoise de Bois aussi. Non mais ce que je veux dire, c'est que monsieur et madame tout le monde, on est espionné sur ce qu'on achète, sur ce que tout ça. Vous allez surfer sur un site de compagnie aérienne, on vous propose des billets d'avion sur Facebook ou d'autres réseaux dans les 3 minutes. Vous avez du temps, vous. Vous êtes espionné ou vous espionnez, vous? Je suis peut-être espionné, mais je n'espionne pas. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça me passionne quand même parce que c'est l'intelligence, le renseignement intelligent, c'est quelque chose de très important. Mais mon sentiment quand même, pour avoir vu fonctionner au moins un président de la République avant, les choses importantes, il les prend pas, et les décisions importantes, il les prend pas en utilisant son iPhone. Je pense. Vous avez quand même dans toutes les ambassades du monde, et c'est le cas pour la France, mais vous avez ce qu'on appelle la pièce muette, c'est-à-dire c'est une espèce de pièce dans toutes les ambassades dans laquelle vous rentrez quand vous avez des choses très importantes à discuter. Ces pièces-là, on ne peut pas les espionner. Même Pegasus ne peut pas rentrer à l'intérieur de ces murs hyper protégés, surtout sur les ambassades sensibles. Je pense à Pékin notamment, ou à Moscou. Donc, si vous voulez, mon sentiment, c'est de la com, parce qu'il est inimaginable que les décisions importantes de stratégie, de décisions qui engagent le pays soient prises. Je n'ai jamais vu cela. Peut-être que je me trompe et que je suis naïve, et qu'Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine depuis son iPhone, mais je ne le crois pas une minute. Je lui prête beaucoup de défauts, mais quand même pas une débilité à ce point. Dans un dialogue, François Hollande a donné des données importantes. Dans un entretien. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est sa volonté de les donner. C'est rigolo que vous citiez Vladimir Poutine, puisque c'est l'un des rares dirigeants de ce monde qui n'a pas de téléphone portable. Non, il refuse d'en avoir parce qu'il connaît absolument la. Après, vous avez des dirigeants qui ne vivent jamais avec leur portable. Angela Merkel vivait, moi je me souviens de l'avoir, on avait fait une réunion, elle vivait, son portable n'était jamais sur elle, il est toujours. Après, vous avez les fous du portable, c'est générationnel. Emmanuel Macron, c'est l'homme, c'est un mec du 21e siècle, donc il est tout le temps, il faut aller vite, etc. Tous les députés tweetent, retweetent, etc. Le mode de communication, moi j'aurais plus peur de l'influence de Elon Musk, vous voyez ce que je veux dire, et de la puissance que peut avoir un patron de GAFAM, si vous voulez, que d'être espionné, parce que de toute façon, nous le sommes. C'est l'occasion de rappeler que les messages privés sur Twitter, faites attention quand même. Oui. Quand je reçois des messages, je me dis, mais ces gens sont complètement fous, en fait. Ah oui, moi, j'en envoie jamais. Je reçois beaucoup de messages d'insultes. Vous êtes sur Twitter, mesdames et messieurs, enfin sur X, faites attention aux messages que vous laissez. Bref, écoutez. Vous savez que sur WhatsApp, vous avez la messagerie éphémère, hein. Oui. C'est-à-dire que vous laissez des messages et en fait, ils s'effacent. Oui, mais je pense que tout reste à un moment donné. C'est que si ça a existé, c'est que ça doit exister quelque part. Quand je dis du bien de Philippe David, ça peut rester? Faites gaffe. Non, ça va s'effacer. C'est tellement banal d'en dire. Ne vous emballez pas. Allez, un petit peu de sérieux. Dans un instant, on va revenir sur cette information. Ce matin, 3 personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées à Jérusalem lors d'une attaque revendiquée par la branche armée du Hamas, alors que la trêve entre Israël et Gaza venait d'être prolongée pour une journée. On en parle avec notre invité dans quelques instants, David Rigoulet, Rose, qui est avec nous, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce qu'on peut craindre le pire pour la sécurité des otages suite à ce qui s'est passé ce matin? En tout cas, ce qui s'est passé ce matin, ça semble anticiper une éventuelle suspension ou fin de la trêve. On en parle dans un instant. Vous les commentez, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Quand on pense que toute l'intelligence de la France est là ce soir. La pauvre France. Et c'est pas une intelligence artificielle. Non. Autour de Vaudrait Philippe mieux Bilger. pour vous parfois. Mais autour de Françoise de Gaulle et de Sébastien Ménard. C'est vrai. Et ben, là, on arrive à rester modeste. Il y a une concentration de QI. Lui et moi, on est à combien de 400 à nous deux. Bon, là, il fait remonter. Il est à 50, ça fait 450. Tout seul, je vous bats. Non, nous, on est en Mais il ajoute celui d'Emmanuel Macron en permanence, Sébastien. Quand ça l'arrange. Je sais pas, il y a un changement parce qu'il a tapé sur Macron pendant un an, mais là, dans ce coup, il le défend. Je me demande s'il n'y a pas une liste aux européennes qui se profile quand même. J'ai le macronisme humain, serein et libre. Voilà. Je retire ce que je viens de dire. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc la trêve entre Israël et Hamas a été prolongée in extremis cette nuit pour une 7e journée. Déjà 70 otages israéliens et 210 prisonniers palestiniens ont donc pu être libérés. Et ce matin, les brigades Al-Qassem viennent de revendiquer l'attaque meurtrière à Jérusalem. Sur la messagerie cryptée Telegram, la branche armée du Hamas assume, je cite, son entière responsabilité dans l'opération héroïque de Jérusalem qui a été menée dans la ville occupée, Philippe. Oui, et toujours selon l'organisation terroriste, Israël doit, je cite, répondre aux crimes de l'occupation en tuant des enfants et des femmes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Alors, qu'est-ce que pour vous, la guerre entre Israël et le Hamas va durer encore longtemps? Quelle est la stratégie du Hamas? Est-ce que c'est la stratégie de la confrontation, puisqu'il appelle à l'escalade? L'appel à l'escalade du Hamas va-t-il mettre fin à l'échange des otages? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 72% sur Twitter. Et notre expert pour en parler, David Rigoulet-Rose, est avec nous, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci, monsieur, d'être avec nous. D'abord, un tour de table avec vous, Philippe, sur cette question. Est-ce que, forcément, cet appel à l'escalade peut nous faire peur, en fait? J'avais cru, mais de manière très superficielle, parce que cette région du monde est très compliquée. Il faut vraiment être un spécialiste pour mesurer la finesse et la violence des rapports de force. On avait analyser l'attitude d'Israël et ça se confirme en disant on tente de sauver le plus d'otages, tous les otages si c'est possible, et ensuite on détruit radicalement le Hamas, une seconde phase. Et j'ai été surpris de ne pas voir Israël apparemment réagir à cet attentat à Jérusalem, et je me demande si de la part du Hamas qui revendique cet attentat que peut-être il n'a pas inspiré, si en effet, comme le disait Françoise tout à l'heure dans une suspension, est-ce que le Hamas désire vraiment continuer la trêve, même s'il la gère avec un sadisme inhumain finalement? Je ne sais pas. C'est des questions que je pose et dont j'attends des réponses. Françoise Legois. Le cabinet de guerre et Benjamin Netanyahou, ils sont partagés entre deux choses. Le but de guerre au début, c'était véritablement, on avait senti que les otages passaient en seconde partie, c'était véritablement la destruction du Hamas. Et puis, il y a une inversion sous la pression notamment de l'opinion israélienne et la pression des familles des victimes. Et on sent bien que désormais, ce sont les otages qui sont devenus une priorité et le but de guerre initial est passé derrière. Donc, cette espèce de subvention, je regardais là à l'instant, arrête, pour le moment, je n'ai pas le sentiment que la trêve soit interrompue malgré l'attentat meurtrier de Jérusalem. Ensuite, si vous voulez, ça dit aussi beaucoup de ce qu'est le Hamas. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, notamment le fait qu'il devait libérer ce soir 10 otages. Le Hamas avait donné dans sa liste 10 otages plus 3 corps. Donc, les éditorialistes israéliens, puisque les chaînes de télé sont en continu, expliquent que ces 3 corps pourraient être les corps du petit Kfir de 10 mois, son petit frère et sa mère. Mais donc on verrait comment ils ont été tués. Le Hamas affirme qu'il a été tué par des bombardements. A priori, Israël dit plutôt c'est le FPLP. Voilà. Sébastien Ménard. Ce qui est évidemment dans cette obscurité totale, on avait 2 doctrines qui se sont affrontées au départ. La mort, puisque le Hamas quelque part a choisi ce camp-là. Voilà, le camp de la mort, le camp des morts, et Israël a aussi choisi au départ, en réponse, le camp de la mort, en semant la mort et en faisant des morts. Évidemment, ça pivote, et c'est tant mieux parce que il faut que la vie, quelque part, les vivants, prennent le dessus sur cette doctrine. Et ça s'illustre comment? Ça s'illustre en tentant d'aller chercher, quelle que soit d'ailleurs la manière dont Tsahal essaye de l'obtenir, le gouvernement israélien et tant d'autres, parce que on a énormément de binationaux qui sont injustement qui sont captifs aujourd'hui. Donc oui, il faut que attentat ou pas de Jérusalem, 3 morts, 1 mort, c'est toujours de toute façon beaucoup et beaucoup trop, mais il faut tenir cette position qui consiste à sauver le plus d'otages possible, parce que l'otage c'est la vie, c'est l'espoir. David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, est-ce que on peut repasser dans un cycle de violence très dur suite à l'attentat d'aujourd'hui?
c'est pas l'attentat en lui-même qui peut être le déclencheur, il est plutôt le symptôme d'une perception des deux parties en présence que on arrive au bout d'un processus de logique transactionnelle. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu le choix qui a été fait d'entamer des négociations d'abord sur 4 jours avec le principe établi d'une reconductibilité journalière. Et là, on voit qu'on arrive au 7e jour. Mais Tsahal avait dit, l'armée israélienne, ministre de la Défense, avait dit que de toute façon, ça pourrait pas excéder 10 jours. Tout simplement parce que ça présenterait le risque de redonner une marge de manœuvre opérationnelle au Hamas. Et on peut penser que la revendication ostentatoire là, de l'attentat de Jérusalem-Est est un symptôme effectivement de l'idée que vraisemblablement la trêve est à brève échéance sera remise en question, tout simplement parce que il y a le but de guerre qui a été affiché au début et que surtout le profil aujourd'hui des otages n'est plus le même. C'est-à-dire que c'est plus seulement la question des femmes et des enfants, mais se pose la question des hommes. Or, il n'y a pas la contrepartie équivalente dans les possibles libérations par les Israéliens de prisonniers palestiniens. Et donc, on voit bien qu'on arrive à un moment de vérité de ce point de vue-là. Oui, je suis d'accord. C'est très juste ce que vous dites, et notamment, c'est très intéressant que vous évoquiez la question des hommes et des soldats, notamment, parce que on se souvient que pour Gilad Shalit, Israël a accepté de libérer 1000 prisonniers palestiniens, ce qui était pour un soldat un prix énorme à payer, mais Israël l'a fait parce que la question des otages dans ce pays est toujours extrêmement sensible. Voilà, c'est quelque chose, c'est une règle, quel que soit le gouvernement israélien, on ne laisse pas un Israélien, on le sauve jusqu'au bout. Et là, on voit bien, David, vous me confirmerez que le Hamas, je regardais les dépêches hier qui tombaient, le Hamas veut faire monter les enchères au niveau du prix. La première liste des otages, ils sont tous tombés d'accord sur l'idée de la liste des prisonniers, pas de crimes de sang, pas de condamnation pour les crimes de sang, on reste quand même dans des délits, même si il faut de dire que ces gens-là n'ont rien fait et qu'ils sont en prison pour rien, ça c'est absolument faux, mais on reste quand même dans des délits mineurs, jeter des pierres ou majeurs, essayer de poignarder quelqu'un. Mais là, je pense que la question, on arrive là effectivement au bout, et Yoav Gallant, il a été très clair avec Netanyahou, il va être très clair avec l'opinion israélienne, il dit il faut reprendre le but de guerre, sinon on le perdra. Justement, j'allais demander, au risque d'apparaître naïf, est-ce que vous ne pensez pas que si la trêve se poursuivait pour sauver les otages, est-ce que Israël pourrait avoir une sorte de retenue pour engager les opérations militaires finales, et paradoxalement, est-ce qu'une solution politique ne pourrait pas naître à ce moment-là? David Rigolet-Rose. Oui, on n'en est pas là, puisqu'on va rentrer vraisemblablement dans une nouvelle phase d'opération militaire. Et ce qui montre que les deux parties en sont conscientes, c'est une déclaration de Bassem Naïm, qui est un membre du bureau politique, qui a proposé justement de libérer tous les otages, y compris les militaires, contre la libération de tous les prisonniers palestiniens. C'est intéressant que vous le rappeliez, parce que c'est énorme, c'est un prix énorme à payer. Donc. Mais ce qui n'est pas envisageable du côté israélien de toute façon, et on peut rappeler que ça l'est d'autant moins parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est un point de bascule. La négociation qu'il y avait eu pour Gilad Shalit, c'était la libération de 1027 effectivement palestiniens à l'époque, en 2011, ce qui montrait le ratio de 1 à 1000, alors que là il y avait un ratio de 1 à 3. Mais le problème, c'est que à l'époque faisait partie de ces 1027 notamment un certain Yahya Sinwar, bien sûr, qui est celui qui a commandité l'opération du 7 octobre. Bien sûr. Et donc pour aujourd'hui, c'est tout simplement pas concevable d'accepter une transaction de cette nature, et c'est ce qui indiquerait évidemment qu'on va malheureusement, et c'est là que la question des otages revient comme de manière lancinante. C'est effectivement que c'est une obsession de la société israélienne, ça l'a toujours été, mais en même temps prise dans des contradictions par rapport aux impératifs stratégiques opérationnels. C'est vrai. Absolument un mot en 20 secondes, Sébastien Ménard. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si finalement on décide de reprendre une stratégie de mort face à une stratégie de vivant, donc de reprendre quelque part l'intervention militaire israélienne. Est-ce que finalement l'armée israélienne n'a pas des informations qu'on n'a pas? C'est-à-dire qu'il y a globalement
plus beaucoup d'espoir et plus beaucoup d'otages entre guillemets, vivants à libérer. Enfin, il y a beaucoup d'otages vivants quand même. D'après moi, je regarde la presse israélienne, que ce soit Marie ou Arrête, non, il reste encore des gens vivants. Et on a des preuves. Oui, l'Itzahal en a. Enfin, je veux dire, voilà, ils se sont pas trop trompés non plus sur la question des otages et de l'endroit où ils sont, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, David Rigoulet-Rose, d'avoir été avec nous, un chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain à la même heure. Merci, à demain. Merci beaucoup, Françoise Merci, les amis, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Absolument. Et on va vous parler de camions. On va parler de camions avec F-Trucks, les camions Ford. Oui, parce que Ford fait des poids lourds et est revenu sur le marché du poids lourd en Europe il y a 2 ans. On va parler du métier mobilier de la semaine, les carrossiers. La voiture de l'année 2024. On aura un membre du jury, on a les 7 finalistes, on va en parler. Et refaire vos clés de 2 roues et même de voiture sur une application, ça existe. On en parle dans un instant, à tout de suite.